C'était une première. Un débat présidentiel pour l'Europe s'est tenu jeudi soir en direct de Bruxelles. Débat retransmis dans tous les pays de l'Union européenne. Vous avez pu le suivre sur notre antenne. Sur scène, les 5 candidats à la succession de José Manuel Barroso à la tête de la Commission de l'Union européenne, à savoir le conservateur luxembourgeois Jean-Claude Juncker, le social-démocrate allemand Martin Schulz, le libéral belge Guy Verhofstadt, l'écologiste allemande Ska Keller et le représentant de la gauche radicale, le grec Alexis Tsipras. Ils se sont affrontés très courtoisement 1h30 durant au Parlement européen. Les élections européennes, c'est dans 10 jours, le 25 mai, un scrutin à un seul tour. Et avec nous pour en parler, Aymeric Choprade, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tête de liste du Front National en Île-de-France aux Européennes, une circonscription pour les Français de l'étranger. Pierre Lelouch, bonjour, député UMP, Parti français de droite et ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes. Alors vous n'avez pas pu voir ce débat puisque vous étiez à Bratislava. Je prenais la parole au même moment en fait, voilà. À Bratislava. Oui, donc vous avez passé votre tour, mais vous l'avez vu, qu'en avez-vous pensé ? Mais écoutez, j'ai vu ces 5 candidats pour la présidence de l'Union, de la Commission européenne, qui étaient tous d'accord sur l'échec de l'Union européenne. C'est ça qui était frappant. Voilà des gens qui représentent des partis qui ont soutenu, qui ont validé toute la marche communautaire. Sortie de l'euro, jamais à aucun instant. Et qui tous faisaient le constat de l'échec du système et se revendiquaient d'une autre Europe, d'un autre projet. Donc c'était tout à fait frappant. L'autre chose qui m'a frappé, c'est que le vocabulaire qu'ils empruntaient était un vocabulaire souverainiste, puisque tout à coup on parlait chez M. Verhofstadt ou M. Juncker d'Europe des souverainetés, de retour à la souveraineté, à la démocratie. Donc je crois que c'est une victoire sémantique des peuples dans cette affaire, en particulier des partis souverainistes. Mais n'est-ce pas plutôt une volonté d'être plus proche des Européens, puisque c'est quand même l'enjeu aussi de ce scrutin, c'est de convaincre d'aller voter le 25 mai, qu'on soit pour ou contre l'Europe. Est-ce que c'est la bonne façon, Pierre, justement, d'organiser ce type de débat ? C'était une première. C'est une première parce que le traité de Lisbonne va être amené à s'appliquer pour la première fois, c'est-à-dire que la majorité, et c'est ça qui est important pour ce vote, la majorité de droite ou socialiste, ça va être soit les candidats conservateurs réunis au sein du PPE, le Parti populaire européen, disons le centre droit, soit les sociodémocrates qui vont diriger le Parlement européen et qui vont déléguer leurs candidats pour diriger la Commission. C'est la première fois. Avant, le président de la Commission, il était désigné uniquement par les exécutifs, les États. Oui, et justement, Martin Schulz. Donc c'est important de ne pas se louper et d'aller voter selon sa sensibilité. Pour ce qui me concerne, je suis UMP, j'invite nos électeurs à aller voter. Alors maintenant, sur le constat, mon contradicteur a dit c'est un constat d'échec. Il y a évidemment, 60 ans après, beaucoup de choses qui vont pas en Europe, évidemment. Et j'allais dire, surtout après l'élargissement de 10 nouveaux membres, qui est le produit de la guerre froide. On a élargi, pourquoi ? Parce qu'on n'allait pas laisser en suspension. Moi, je l'ai vécu, la fin de la guerre froide. Alors, on va juste écouter Martin Schulz, justement, sur ce changement qui va intervenir. D'accord. Puisque c'est un de mes points. Et après, effectivement, on reviendra sur ce que vous dites et sur ce qui a amené. Mais juste écoutons Martin Schulz et on en réagit juste après. L'époque où le président de la Commission européenne était nommé par les chefs d'État réunis derrière une porte fermée est révolue. C'est terminé. Parmi les candidats ici présents, hommes ou femmes, il y a le futur président de la Commission européenne. Et si ces chefs d'État veulent en choisir un autre, une chose est sûre, sa candidature ne sera pas approuvée au Parlement. Soyons bien clairs. Alors c'est un changement de fait. Voilà, mais justement, est-ce que vous attendez, est-ce que aussi c'est une volonté qu'il faut vraiment mettre en place, d'être plus transparent, de faire qu'on a l'impression que les gens qu'il n'y ait pas de tractation. Le système européen, il est évolutif avec le nombre des États. C'est plus la même Europe à 28 qu'elle était à 6. Et on a donné de plus en plus de pouvoir à ce Parlement qui cherche à s'imposer, un peu comme dans un Parlement national. Le Parlement va vouloir colorer la direction de l'Europe par la Commission. Mais la Commission, c'est pas l'organe de direction de l'Europe. Cette Europe, c'est pas une fédération. C'est une association d'États nationaux qui mettent en partage un certain nombre de souverainetés parce qu'on est plus fort quand on est ensemble sur un certain nombre de dossiers. Par exemple, le commerce extérieur. On est le principal pays, le continent en matière de commerce extérieur. Il vaut mieux négocier ensemble que séparément, face à des grands blocs comme la Chine, l'Inde, les États-Unis ou le Brésil. Donc, les institutions reflètent cette évolution. Pour l'instant, le traité dit
Mais je voudrais pas qu'on parle que de ça, parce que c'est pas le plus important. Mais non, on ne parle pas que de ça, surtout que Aymeric Chauprade ne s'est pas exprimé sur le sujet et que vous êtes contre ce président, enfin que votre parti... On est contre un système qui est un système de transfert massif des souverainetés nationales vers la Commission européenne. Vous avez dit, Pierre Lelouch, que c'était une Europe des États souverains. C'est plus du tout le cas. Vous savez bien, vous savez bien qu'il y a le Conseil européen, qu'il y a la Commission européenne et que la Commission européenne s'est emparée pratiquement de toutes les prérogatives. La Commission européenne, aujourd'hui, moi j'ai été en charge de ces choses et j'ai vu ce qui s'est passé autour de la table. Donc vous avez une responsabilité partagée comme pour les souverainetés sur cette affaire. J'assume toute ma responsabilité, j'ai aucun problème avec ça. Mais apparemment, les candidats, les candidats n'assumaient aucune responsabilité. Non, mais moi j'assume ma responsabilité. Je dis simplement, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, qu'on est dans une phase où les États mettent en partage une partie de leur souveraineté dans certains domaines et pas dans d'autres. Par exemple, en matière de défense, 0. En matière de commerce extérieur, oui. En matière d'agriculture, oui. D'ailleurs, au grand bénéfice des agriculteurs français qui sont largement... Bien sûr. Dans le traité transatlantique. 16 milliards de subventions, monsieur. 16 milliards de subventions. L'agriculture française, l'agriculture... Ça sert à rien de m'interrompre sans arrêt. C'est pas comme ça. C'est réciproque, mais bon. Non. Moi, j'essaye de terminer ma phrase. Et je respecte votre position. J'essaye pas de dire que je détiens la vérité, mais que chacun s'écoute. Je dis simplement que si on fait le bilan de cette Europe 60 ans après et qu'on voit et les difficultés de gérer une Europe à 28, la complexité que ça implique. Et en même temps, le fait que cette zone... Mais après, vous répondrez. Que cette zone-là... On a du temps, mais pas tant que ça. Donc, oui, alors, que cette zone-là est quand même une zone de paix. Que c'est quand même une zone de prospérité économique où nous avons un niveau de vie que la terre entière nous envie, que nous avons un niveau de liberté individuelle sans égal dans le monde, que ce résultat-là est quelque chose qui doit être, à mon avis, non seulement respecté, mais entretenu. Mais bien sûr que cette Europe, en même temps, elle va évoluer avec l'histoire, qu'il y a énormément de progrès à faire dans beaucoup de domaines. Et d'ailleurs, la plateforme de l'UMP n'est pas eurobéate. Elle constate que nous sommes à un moment où il y a un certain nombre d'évolutions à faire, mais que dans votre le bilan est développement positif. Alors, Aymeric Chauprade, justement, vous êtes contre l'Europe. Contre l'Europe, contre l'Union européenne telle qu'elle existe. Et on va existe. regarder d'ailleurs, on a juste un sondage, un des derniers sondages qui montre que le Front National a vraiment 24% des intentions de vote, donc t'es vraiment en pointe. Si justement vous obtenez un groupe, comme vous le souhaitez, comme Marine Le Pen le souhaite, qu'est-ce que vous allez faire? On ferme l'Europe? C'est fini, ça ne sert plus à rien, puisque vous n'êtes pas convaincu, notamment par ce que vient de dire Pierre Lelouch. D'abord, il y a un bilan. Il y a un bilan économique, il y a un bilan géopolitique de l'Europe. On nous a promis pendant des décennies l'Europe puissance. Il n'y a aucune Europe puissance, il y a au contraire une Europe qui est en train de s'intégrer dans un bloc transatlantique. Et c'est justement l'un des objectifs du traité transatlantique qui va être négocié juste après les élections européennes. Donc il n'y a pas du tout d'Europe au bout de ce chemin communautaire. Il y a un traité transpacifique à partir des États-Unis et transatlantique. Et c'est exactement le contraire de ce qui est promis aux Français depuis trop longtemps. Si vous avez parlé longtemps, si je peux continuer mon développement. La deuxième chose... On ne peut pas dire n'importe quoi aux gens. Bien sûr. La deuxième chose... rien à voir avec l'Union parfaitement, européenne. C'est l'aboutissement de la marche communautaire. Le marché unique européen est en train de se transformer en marché unique euro-américain. Mais l'Union européenne, excusez-moi messieurs, mais l'Union européenne permet justement de faire bloc, plus que si on était pays par pays. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Quel bloc? Il n'y a pas de bloc européen, il y a une désunion totale. Vous le voyez bien. D'abord, si on regarde le commerce extérieur, aujourd'hui, 200 milliards de commerce positif pour l'Allemagne, moins 60 milliards pour la France. La France c'est la faute de l'Europe, ça? Oui, c'est la faute de l'euro. C'est la faute de l'euro qui est une monnaie qui fatigue. L'Allemagne est excédentaire, elle commerce en quelle monnaie, monsieur? Elle commerce avec quelle monnaie? L'euro est une monnaie plus faible que serait le mark et plus forte. Quoi l'Allemagne fonctionne avec l'euro qui bénéficie à l'Allemagne. Si l'euro, mais pas à la France. Si l'Allemagne réussit à être en excédent à 200 milliards et nous en déficit, c'est peut-être qu'on a un problème en franco-français. Pas du tout. Peut-être nos industries sont mal organisées. Ne sont pas les mêmes. Peut-être que nos charges sont trop élevées. C'est peut-être ça qui explique que nos niveaux économiques présents. Faut pas tout mélanger. Ça sert à rien d'utiliser l'Europe en bouc émissaire. Vous savez très bien, Pierre Lelouch, que l'euro est en échec. Au vu du sondage, ce message passe, c'est-à-dire que les électeurs, enfin ceux que... Mais ça ne m'étonne pas. C'est le bilan, c'est la réalité qui passe. La réalité. Ce qui est en train de passer, c'est le grand malaise des peuples
face à la crise économique, face au chômage de masse, et qui se traduit en effet par le sentiment que les institutions fonctionnent mal, qu'il n'y a pas de réponse identitaire à la crise. Et là, on est typiquement dans un vote protestataire avec une participation très faible, entre 36 et 40% un vote de réaliste, participation. monsieur, pas et des un vote gens qui, protestataire, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, prennent l'Europe comme bouc émissaire des réformes que nous sommes incapables de faire en interne. C'est un ça, principe de réalité. Est-ce qu'on peut revenir sur le dossier Alstom, justement, fleuron de l'industrie française, c'est un bon exemple qui est sur le point d'être acheté par l'américain General Motors. Alors on voit que la France électrique, mais le gouvernement français lui préfère l'allemand Siemens, donc plutôt une alliance française. On vient de changer un décret. Le ministre de l'économie Arnaud Montebourg a réussi à modifier un décret pour que l'État ait plus de prise. Vous êtes d'accord avec ce décret, avec cette volonté ? Alors, le protectionnisme et plutôt le patriotisme économique est une bonne idée. Le problème, c'est que l'Union européenne interdit le patriotisme économique. Donc, nous sommes simplement dans un effet d'annonce de M. de Montebourg. Il sait très bien. Vous savez que M. Barnier, si vous me laissez simplement elle contre des risques de protectionnisme, pas de... M. Barnier, commissaire européen, a dit jeudi que, évidemment, il observerait avec beaucoup d'attention cette volonté de protectionnisme il a dit français. qu'il allait vérifier, ce qui est logique aussi. Alors moi, je vais vous poser deux exemples. On a parlé d'un rapprochement Orange-Bouygues. La Commission européenne s'alarme de quelque chose qui va contre les principes de l'Union européenne. En revanche, la Commission européenne ne voit aucun problème à ce qu'un géant, un mastodonte américain, General Electric, puisse racheter un outil industriel stratégique pour la France qui fabrique, je le rappelle quand même, Monsieur Lelouch, vous avez été ministre, vous avez été dans les affaires de défense. Vous savez que les turbines de nos sous-marins qui sont fabriquées par Alstom sont un élément stratégique de notre indépendance. Donc vous devriez vous alarmer de cette affaire de General Electric. Par rapport à ce décret, qu'est-ce que vous en pensez ? Je voudrais que vous mettiez le débat au niveau qui fasse que nos auditeurs soient respectés. Si on peut éviter de dire n'importe quoi et de faire des choses qui sont en dessous de la ceinture, ce serait mieux. Ce serait facile. Vous êtes pour ce décret, vous n'avez pas peur qu'il y ait un effet boomerang ? Je vais vous dire, le problème, Montebourg a raison de dire que le gouvernement a le droit de regarder ce qui touche l'intérêt stratégique, ce que font les Américains et bien d'autres pays. Essayez donc d'aller dans l'audiovisuel aux États-Unis, vous allez voir comme c'est facile. Essayez donc de rentrer dans le marché de la défense aux États-Unis, vous allez voir si c'est pas protégé. Donc c'est pas absurde de dire la France a le droit de regarder. Bon, après, est-ce que l'État a le moyen de peser sur des décisions stratégiques d'entreprises privées où nous n'avons plus de part d'actionnaires, c'est un autre sujet. Quant à savoir quel est le meilleur partenaire pour l'avenir d'Alstom, et si c'est un partenariat plutôt qu'une vente, ça c'est une décision sur laquelle l'Europe n'est ni responsable, ni... si elle est responsable, elle interdit le patriotisme économique. Messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais juste aborder, ça intéresse aussi... Non, on n'a plus le temps. Juste pour la diplomatie, on a aussi parlé de la crise ukrainienne. Votre avis, est-ce que l'Europe l'Europe doit aussi montrer un côté uni par rapport à un dossier comme celui-ci? L'Europe doit montrer une indépendance par rapport aux États-Unis, et c'est le contraire qu'elle montre sur l'affaire ukrainienne. Les États-Unis ont créé cette crise. Vous le savez, ils ont attisé le feu entre ces deux Ukraines qui s'opposent géopolitiquement depuis longtemps, entre l'Ouest qui regarde vers l'Ouest et l'Est russophone. Alors, les États-Unis ont mis de l'huile sur le feu et l'Union européenne, malheureusement, suit cette politique. Merci à vous deux. Malheureusement, ça vient de se terminer. Je trouve lamentable la description qui vient d'être faite de ce qui se passe en Ukraine. Je voudrais quand même pouvoir dire que l'Union européenne, certes, n'a pas toutes les qualités, mais elle est capable de prendre ensemble des sanctions par rapport à ce qui se passe dans cette partie de l'Europe, que cette situation est gravissime et qu'on ne peut pas dire, là encore, que l'Europe est à la remorque des États-Unis. Ça n'est pas le cas. Merci messieurs, merci d'avoir participé à ce 64 minutes.